Good morning, ladies and gentlemen of the press and everybody else present, translators. Thank you for being here. One of the main decisions in Strasbourg this week will be on the number of seats after Brexit and on the transnational lists, which will be imposed upon voters to choose for a Spitzenkandidat, a candidate for the position of President of the European Commission. Well, first of all, let me state this. The European Parliament should not be allowed a say with regard to the number of seats. It are the member states are the sovereign bodies of the EU. If one of the member states leaves, then the seats of this member state in the European Parliament must disappear. Simple as that. It are the member states to determine the size and composition of the European Parliament. And secondly, I would like to stress that Brexit creates a deficit of, let's say, at least £8 billion in the EU budget. So the UK contribution accounts for more than 10% of the EU budget. And therefore, Brexit implies a serious drain on EU resources. Now you can solve a deficit in two ways. Either you cut overall expenditures or you demand higher contributions from the remaining member states. And any normal person would cut expenditures. Well, in a desperate flight forward, Merkel and Macron push for a federal European Union. The nation states need to disappear and national sovereignty must be abolished. This implies that nation states in the end no longer can have their own budgets. It is in this line of thought completely logical to increase the contributions of the member states after Brexit. So the EU is using this budget crisis to increase its share, the share it takes from the national income of the member states. And we completely oppose the direction that Merkel and Macron want to force upon the EU and its member states. Brexit means that the European Parliament should cut its budget with at least 190 million. Deleting the 73 seats of the UK would already account for at least 40 million, which is a substantial part of the needed budget cuts. So let the number of seats be cut by at least 73. And then on the second issue of the transnational list and the Spitzenkandidaten, I'd like to point out that the last elections of the European Parliament, this system of top candidates was a total farce. Not a single voter in the member states took this as a serious competition for the position of President of the European Commission. Now they argue that transnational lists will improve the system of top candidates. I say this, it won't make the EU more democratic, as these top candidates are the pick of the globalist elite. And we have seen how this works in France. There was no difference between the traditional parties in the presidential elections. There was the candidate of the establishment and there was Marine Le Pen, who was opposed by all other parties. So these top candidates are the puppets of an EU in-crowd. It gives the illusion of some sort of democratic legitimacy to the running elite. It will always be people like Macron, Verhofstadt and the like that will be pushed forward as top candidate because they are obedient to the globalist elite. They will get the funding for campaigning and the opposition will not. The EU establishment is proposing to cut off funding for EU critical parties. And we are talking taxpayers' money here. As if every taxpayer wants to fund only Europhile parties. Well, I know for sure that our voters don't want to fund EU propaganda. The European Parliament even proposed to increase the EU propaganda budget for the elections of 2019 with over 30 million euros. In a time that we can expect a huge deficit. It is outrageous that tax money from our EU critical voters is used to fund EU propaganda and to exclude EU critical parties from funding. I tell you this, democracy is dead,
when you smother the voice of the opposition. And that is what's happening right now. Thank you. Merci Marcel. Je souhaiterais apporter en complément un certain nombre d'informations importantes sur ces projets qui sont soumis au Parlement européen cette semaine. Deux rapports qui traitent d'une part de la composition à venir du Parlement européen, c'est le rapport Hübner-Silva Pereira, et le second qui traite, qui est l'accord cadre s'agissant des relations entre le Parlement et la Commission, c'est le rapport González-Pons. Ces deux textes ont clairement une orientation fédéraliste et on voit bien qu'ils s'inscrivent dans une démarche de fédéralisme à marche forcée à mesure que les institutions européennes, leur fonctionnement et leurs orientations sont contestées par les nations et par les peuples, et on le voit de manière très criante dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, eh bien, on voit que la réponse des institutions européennes, c'est finalement un coup d'accélérateur dans la direction que les peuples ne veulent plus. S'agissant des listes transnationales, il y a principalement, Marcel les a développés à l'instant, 4 motifs pour lesquels nous sommes résolument opposés à ce projet. Le premier, c'est que la constitution d'une liste transnationale, en plus des listes nationales, aurait pour effet finalement de faire élire des députés dont la légitimité serait différente. Ils n'auraient pas le même statut, ils n'auraient pas été choisis de la même manière, et incontestablement, cela entacherait l'égalité de légitimité qui doit prévaloir entre les députés, quel que soit le pays dont ils sont issus ou le parti dont ils sont issus. Le deuxième point très important, c'est évidemment le déséquilibre aussi que cela provoquerait dans la répartition des sièges entre les différents États membres. Actuellement, il y a un mécanisme qui permet à chaque pays, proportionnellement à sa population, d'être représenté au Parlement européen. Les listes transnationales ne permettraient pas de sécuriser ce dispositif-là et auraient pour effet de provoquer la surreprésentation de certains pays. Le troisième motif de rejet de notre part de ce texte, c'est qu'évidemment, il y a une volonté d'installer la circonscription européenne en substitution des circonscriptions nationales. Et ce dispositif-là, il n'existe même pas dans les États fédéraux. Dans les États fédéraux, il n'y a pas de circonscription fédérale, il y a des circonscriptions à l'intérieur de l'État fédéral. L'Union européenne, ils ont la volonté de la transformer en État fédéral, mais aujourd'hui, elle est constituée de nations souveraines, et nous sommes, vous le savez, très attachés à la souveraineté de ces nations, et par conséquent, l'idée d'avoir une circonscription européenne est un non-sens, parce que ça prive évidemment les nations de leur souveraineté, c'est-à-dire de leurs prérogatives essentielles. Et puis, il y a également, derrière tout ça, finalement, la virtualité d'un Parlement plus démocratique, alors que le projet européen doit rester basé sur la légitimité des États membres. C'est-à-dire que l'objectif, c'est finalement d'installer une prétendue démocratie européenne, comme s'il y avait une nation européenne. Ça n'est pas le cas. Il y a une communauté de civilisation entre les nations européennes. Il y a des défis communs, notamment le défi de l'identité, le défi de la sécurité ou de la protection économique qui doit être relevé ensemble par les nations européennes. Mais il n'y a évidemment pas de démocratie européenne au sens où il n'y a pas de citoyenneté européenne et il n'y a pas de nation européenne. Donc nous sommes totalement opposés à ce texte, à la fois parce que nous sommes hostiles aux listes transnationales, mais comme l'a rappelé Marcel tout à l'heure, également parce que nous considérons qu'il aurait été infiniment préférable de profiter des sièges laissés vacants par le Brexit pour alléger les coûts de fonctionnement des institutions européennes. Le Parlement européen pourrait très bien se contenter de 680 sièges environ plutôt que 750. Il ne s'en porterait que mieux. Ce serait respectueux de l'argent des contribuables des pays membres. Et donc, il n'y avait absolument aucune nécessité de procéder à une répartition des sièges laissés vacants entre les nations, entre les États membres ou dans le cadre de ces listes transnationales. D'une manière générale, on voit également que le système de désignation en amont d'un Spitzenkandidat est une espèce de parodie d'élection directe qui vise évidemment à verrouiller au maximum la désignation du futur président de la Commission européenne, en violation d'ailleurs totale des traités qui prévoient que ce soit le Conseil et que ce soit
les chefs de gouvernement légitimes qui puissent débattre et décider du futur président de la Commission européenne. En installant cette idée d'un Spitzenkandidat, on voit bien que le but, c'est là encore de verrouiller au maximum le fonctionnement des institutions européennes avec un paravent de démocratie et de transparence qui n'est qu'un paravent, puisque évidemment, comme le disait Marcel tout à l'heure, les électeurs ne connaissent pas les candidats et votent en fonction de ce qu'ils attendent de la construction européenne, qui est très éloignée de ce qui en a été fait ces dernières décennies, et en fonction aussi de la situation de chaque pays, avec des spécificités, des intérêts propres à chaque nation. Évidemment, le système qui consiste à imposer des candidats par les grands partis politiques avant les élections européennes et constitue à lui seul une violation de la démocratie. Il y a également, notamment dans le rapport González-Pons, une volonté finalement affichée dans l'esprit du traité de Lisbonne de renforcer les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux du Conseil, mais on voit bien que derrière cela, il y a finalement la volonté de renforcer la Commission européenne, parce qu'il est évident que toute prérogative qui serait contestée au Conseil, qui est pourtant l'instance la plus légitime puisqu'elle représente les gouvernements démocratiquement choisis, eh bien, aurait pour effet de renforcer évidemment le pouvoir de la Commission européenne. Et je conclurai en rappelant la note du 8 novembre dernier du secrétariat général du Parlement européen, qui a été ensuite adoptée par le bureau du Parlement européen, dont l'objectif s'inscrit également dans la démarche fédérale, qui consiste à utiliser littéralement les moyens de l'institution du Parlement européen à des fins de propagande électorale. Il ne s'agit pas de se limiter, comme ça a pu être le cas dans le passé, à des actions de communication pour inciter au civisme, pour inciter les citoyens des différents pays à se rendre aux urnes et à s'intéresser au débat. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin, puisque cette note indique notamment qu'il faut absolument inciter les citoyens à soutenir le projet européen, je cite, comme s'il n'y avait qu'un seul projet européen. Cette même note s'inquiète de la montée de des nationalistes ou de ceux qui défendent le protectionnisme. On voit bien que c'est une volonté de capter les moyens, l'autorité, les moyens financiers et matériels de l'institution à des fins de propagande électorale. C'est une dérive qui est extrêmement grave parce qu'une démocratie, elle repose aussi, et peut-être même d'abord, sur la neutralité politique des institutions qui doit être absolument garantie. Sinon, eh bien, on n'est plus dans une démocratie, on est dans un système dictatorial. Donc nous avons une vraie inquiétude. Les échanges que nous avons eus en conférence des présidents ne sont pas de nature à nous rassurer sur ce point, puisque très clairement, des moyens considérables vont être alloués à la campagne qui sera menée par le Parlement européen. Et pour l'heure, il apparaît que ce sera une campagne de propagande qui n'offre aucune garantie de neutralité, ni même de répartition équitable entre les différents groupes politiques des moyens qui y seraient affectés. Et je conclurai en disant que ces différentes étapes et volontés d'accélérer le processus de fédéralisme, on en a vu également une démonstration assez flagrante avec la résolution commune adoptée le 22 janvier dernier par le Bundestag et par l'Assemblée nationale, qui visait, là encore, au mépris des 26 autres pays qui constituent aujourd'hui l'Union européenne, à aller toujours plus loin dans le fédéralisme, l'harmonisation sociale et fiscale, sans évidemment qu'on dise quelles seraient les conséquences. L'harmonisation sociale, ça peut être par exemple un salaire minimal qui soit harmonisé à l'échelle européenne. Quand on a le SMIC, qui est le salaire minimum qui est à moins de 300 € en Roumanie et qui est à 1 500 € brut dans les pays d'Europe occidentale, eh bien, il est évident que l'harmonisation se ferait au détriment des pays d'Europe occidentale et que la conséquence, ce serait sans doute un salaire minimum à 700 ou à 800 € par mois, ce qui serait une régression absolument considérable du pouvoir d'achat à la clé. Donc je crois qu'il y a une volonté finalement d'accélérer aujourd'hui ce processus de fédéralisme et nous, clairement, nous réaffirmons avec notre groupe, avec nos alliés, avec les
différents partis avec lesquels nous travaillons à l'échelle européenne, qui ne sont pas encore représentés au Parlement européen ou qui ne sont pas encore dans notre groupe, eh bien, à construire un autre projet, non pas un projet anti-européen, mais un projet alter-européen qui redonnera à nos nations à la fois leur indépendance, leur souveraineté et la puissance collective, c'est-à-dire exactement le contraire de l'Union européenne qui, depuis 60 ans, en allant toujours plus loin dans la logique fédérale, en allant toujours plus loin dans la logique antidémocratique, a abouti à une espèce d'impuissance collective qui, évidemment, est désastreuse avec des conséquences économiques, sociales, identitaires et sécuritaires. Je vous remercie. Et nous sommes à votre disposition, Marcel De Graaf et moi-même, si vous avez des questions. Anna Vandensky, Brussels Diplomatic. La première question, Monsieur De Graaf. Do you have any information what will happen concerning the post of the President of the European Parliament? Because previously Martin Schulz took 2 mandates as a socialist. Will it repeat the situation? Will EPP guard the post? And what are the plans of Mr. Tajani, because we heard that he is interested to return to national politics, to Italy, but still there is no clarity about his plans. Et la deuxième question, c'est à M. B, parce que février a commencé avec les scènes effrayantes d'horreur à Calais, et beaucoup de citoyens sont inquiets parce que même votre ministre d'Intérieur, M. Collomb, a admis que la violence est devenue choquante. Et puis voilà, qu'est-ce que vous pouvez clarifier et comment cet accord entre Bretagne et France va fonctionner si il est si mal commencé? Okay, on your question with regard to the position of the EPP and their strive to have the president of this parliament, well, when we look at the 2019 elections, it's clear that the socialists will suffer dramatic losses. So that will enforce basically the position of the Christian Democrats. But we will also see a huge surge in the number of deputies from patriotic parties. We see now in Italy cooperation between Christian Democrats and patriotic parties, and I could imagine that something would happen after 2019. But for sure, the Christian Democrats will be the biggest group in this parliament, so it would be quite logical that they would deliver the president of the EP. With regard to Mr. Tajani, of course, I don't know his specific agenda, but I do know that he is a candidate to be prime minister in Italy if the right-wing political alliance will win these elections. It will still be up to him. I think it's quite odd when someone that Europhile would become prime minister together with Lega and Fratelli d'Italia, but everything is possible in Italian politics. Thank you. Oui, s'agissant de la situation à Calais, je crois que la situation à Calais est dramatique, comme elle est dramatique en beaucoup d'autres points en Europe. C'est vrai à Gibraltar, c'est vrai au large des côtes italiennes. Aujourd'hui, nous avons une situation de submersion migratoire, dont Calais n'est qu'une des expressions. À Calais, le démantèlement du camp de Calais n'a rien réglé, puisque ceux qui aspirent à rejoindre l'Angleterre, soit pour se rapprocher de leur famille, soit parce qu'ils sont anglophones, évidemment, continuent à en avoir la volonté. Et finalement, le gouvernement français s'attaque toujours aux conséquences et jamais aux causes. Il cherche toujours à les empêcher de partir, alors ce qu'il faudrait, c'est les empêcher d'arriver, les empêcher d'entrer en Europe et d'entrer en France. Et la modification des accords du Touquet, signée récemment par Theresa May et Emmanuel Macron, ne va rien régler, puisque ça consiste simplement à ce que la Grande-Bretagne verse 50 millions d'euros supplémentaires. La frontière reste à Calais et n'est pas installée à Douvres. Nous ne défendons pas l'idée qu'elle doit être installée à Douvres, parce que